La généalogie du texte supposera que nous racontions un peu nos aventures d'amitié. On avait, toi et moi, ce projet de partir. Enfin, tu avais ce projet de partir aux États-Unis. Tu souhaitais que j'en fasse partie. Tu avais un désir tout à fait précis de repartir sur la trace d'un certain nombre d'utopistes du 19e siècle et de retrouver la tombe de ces utopistes et le cimetière de ces utopistes pour célébrer ta poétique, disons-le comme ça, ta vision du monde. Tu m'as dit, mais moi, il me faut de la magie, il me faut des lutins, des elfes, il me faut des choses comme ça. Et je t'ai dit, mais c'est pas l'Amérique qu'il te faut, c'est l'Islande. Moi, j'aime assez l'Islande pour plein de raisons, parce que justement, c'était l'occasion d'une nouvelle utopie. Autant la célébration d'une utopie avec des cadavres d'utopistes perdus dans des cimetières à côté de garages ou de supermarchés américains me semblait... Je me disais, si vraiment il y a une utopie, pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'utopie de la nature? Moi, ce qui me restait en tête, c'était la vieille tradition islandaise du recours aux forêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commet quelque chose d'illégal, on le met en prison, jadis on lui coupait la tête. Il y avait chez les Islandais du Moyen-Âge une façon pas inintéressante de gérer le problème. On disait à quelqu'un, tu pars dans les forêts, et puis voilà, tu es hors la loi. C'est-à-dire tu n'as plus le bénéfice de la loi. La loi ne te défendra plus si tu dois être défendu. Donc vis, voilà, mais on peut te tuer aussi. Bon, le recours aux forêts. Et ça me paraissait intéressant. Bon, j'avais lu Junger et le texte qu'il a consacré à ce sujet-là. J'ai simplement découvert un travail d'universitaire extrêmement bien fait sur Junger en montrant que c'est un faussaire qui a passé sa vie à effacer les traces nazies. Donc j'ai un peu plus de réticence à l'endroit de Junger depuis que j'ai découvert ce beau livre. Et l'idée du recours aux forêts m'intéressait, donc je suis parti là-dessus. Alors, le texte, très précisément, renvoie à de l'autobiographie pure, parce qu'il n'y a que de ça. J'ai acheté il y a quelques 3 ou 4 années, je ne sais plus, une petite maison dans mon village, qui est devenue une maison proustienne, parce que c'était le lieu de mon enfance. Et puis j'ai fabriqué des jardins, et il y a des jardins, et j'assiste à la nature, et c'est le lieu de mon enfance. Un petit jardin qui va jusqu'au bord de la rivière où j'allais pêcher des vairons dans le lavoir, on draguait les filles quand on avait 7 ou 8 ans. Enfin, il y a tous les parfums de la nature. C'est le lieu qui est vraiment le lieu de mon enfance. Et il y a des moments où je suis un peu fatigué du monde, de la comédie du monde. La vilainie, la méchanceté, la trahison, les délinquants relationnels, l'ingratitude, enfin 1000 choses qui font qu'on est un peu fatigué du monde. Puis généralement, les guerres, les exploitations, les misères politiques. Et je me retrouvais là, à apprendre à tailler des rosiers, à regarder comment poussaient les fleurs, à découvrir les histoires du marcottage, comment on fait pour... Voilà, à penser à l'évolution de cette maison. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, etc. Je me dis, mais cette maison, je fais des choses, elle ira à quelqu'un, je ne sais pas qui ensuite. Mais il faut penser aux arbres qu'on plante, aux essences qu'on installe là. Un jardin qu'on fabrique, c'est un autoportrait, on ne fait pas un jardin n'importe comment. Les jardins sont symboliques. Donc il faut planter des choses qui font du sens, dans des lieux qui font du sens également, etc. Donc c'est dans cette configuration-là que j'arrive à ce texte-là, en me disant, c'est tout simple, une première partie sur les misères du monde, une deuxième partie sur justement le recours aux forêts, c'est-à-dire la tentation de Démocrite, puisque Démocrite, qui a été une superstar philosophique dans l'Antiquité, ce qui d'ailleurs déplaisait souverainement à Platon, qui avait voulu faire un autodafé de tous ses livres, à un moment, Démocrite, qui a fait le tour du monde, qui a tout vu, s'est construit une petite cabane dans son jardin et a vécu dans sa cabane et dans son petit jardin. Et c'est une tentation qui me frôle souvent, vraiment, du recours aux forêts, du recours à la petite cabane au fond du jardin, d'une espèce d'invitation à continuer à lire, à écrire, à travailler, bien sûr, mais à ne plus sortir d'un endroit où il y aurait le ciel au-dessus de la tête, les fleurs, le clocher juste à côté qui serait comme une espèce de sablier perpétuel, le bruit de la rivière à côté, les orages, le temps qui passe, les diverses saisons, les couleurs de la nature, les parfums de printemps, les saisissements de l'hiver quand on ouvre les fenêtres, ou les parfums de feux de cheminée, enfin toutes ces choses-là. Donc on était parti des utopistes américains, on est arrivé à
à cette configuration particulière, un recours aux forêts qui devient métaphorique, puisque c'est aussi une proposition pour chacun, c'est pas seulement une proposition hystérique dans l'absolu, c'est une proposition pour chacun. Chacun doit pouvoir recourir aux forêts, c'est-à-dire choisir la nature, le souci de soi, l'espèce d'équilibre, d'harmonie qu'on a trouvé quand on sait qu'on vieillit, qu'on a vieilli, qu'on va mourir, qu'on va disparaître, et qu'il faut penser aussi à sa disparition. Et c'est peut-être la période, et on va retrouver l'amitié romaine et l'amitié stoïcienne, c'est peut-être la période où on lit peut-être Épicure avec un autre œil, ou du moins Lucrèce avec un autre œil, parce qu'Épicure est plus austère, mais Lucrèce est quand même un plus hédoniste qu'Épicure sur cette aventure, mais il est romain. Et on s'en va vers quelque chose qui ressemble à Horace, à Catulle, à Tibulle, à Properce, aux élégiaques romains, et puis à Sénèque, et au stoïcisme qui nous est cher à toi et à moi.